On a le plaisir donc d'accueillir Monsieur Azalbert, qui est directeur de François et qui va nous donner son regard sur le conflit d'intérêts. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir ici dans un, on va dire, je suis très honoré de venir dans un des temples de la recherche française, du moins en tant que, on va dire, scientifique de formation. J'ai aussi eu la possibilité de travailler à l'étranger pendant une grande partie de ma vie, ce qui m'a permis de comprendre un petit peu la rayonnance, le rayonnement, on va dire, de la culture française, de la culture scientifique française, et d'en comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Je suis mathématicien à la base, économétricien, donc j'ai fait des études dans une autre université qui n'est pas médicale. C'est intéressant de voir, je travaillais donc à la Toulouse School of Economics. Je viens d'entendre quelque chose qui est très intéressant parce qu'un des sujets d'études que j'ai eu, c'était la théorie des incitations. Et le conflit d'intérêts est quelque part au milieu de cette incitation, et je l'ai appliqué industriellement dans un marché qui s'appelle le marché de la dépollution de sol. Donc, est-ce qu'il vaut mieux taxer un pollueur ou l'inciter à améliorer son outil de production? Et c'était très intéressant. Il y a un professeur de l'université qui s'appelle Jean-Jacques Lafont, qui est décédé aujourd'hui, qui était vraiment le ponte de la microéconomie à ce sujet-là. C'est parfois intéressant de relire ce qu'il a écrit dans les années 80 sur la théorie des incitations et comment on gère ces conflits d'intérêts. La présentation que je vais essayer de faire, alors quand même je précise, j'ai 0 € sur transparence santé parce que je ne suis pas médecin. J'ai 0 € sur la transparence gouvernementale parce que je n'ai pas de mandat électoral. Donc je suis un simple citoyen. Et on a souvent dit que j'avais des liens d'intérêt avec l'IFI. Je n'en ai pas. Donc je préfère le dire parce que c'est important. Comme ça résout certains problèmes. Ce que je vais essayer de... Alors attends. Maintenant, il faut essayer de voir comment ça marche. Voilà. Première des choses que j'aimerais faire, c'est parler du biais de perception. C'est parler de cette perception parce que je pense que c'est important, parce que les conflits d'intérêts, ils naissent énormément de ce qu'on appelle le biais de perception et l'asymétrie d'information. J'ai commencé mon introduction en parlant de la théorie des incitations, et la théorie des incitations, c'est principalement des asymétries d'information. J'y reviendrai un peu là-dessus, parce que quand on regarde les études scientifiques, quand on regarde les études médicales, on a souvent des biais de perception. On a tous des biais de perception, il faut le savoir. Et ces biais, ils nous sont inculqués de par le fait de là où on vient, de notre famille, de notre éducation. Et le rôle du scientifique, c'est de s'en défaire. Et pour éviter d'avoir des conflits d'intérêts, il faut essayer de s'en défaire au maximum. S'en défaire, c'est d'avant tout de devenir critique, mais s'en abstraire, ça veut dire oublier ce qu'on a appris et de là où on vient. Et il me semble qu'à un moment ou à un autre, dans la théorie des incitations, il y a ce qui s'appelle le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas tomber dans l'excès de réglementation, parce que l'excès de réglementation va empêcher la science de se développer et va développer une autre forme de conflit, c'est-à-dire la lenteur administrative. Et il faut inciter les gens à être le plus éthique, avoir le plus de valeur. Et donc ça demande ce qui s'appelle du relativisme. Et le relativisme, c'est ce qu'on a vu dans les études scientifiques, c'est que quand on regarde un risque relatif par rapport à un risque absolu, eh bien on peut avoir des interprétations qui sont totalement différentes. Et ce conflit, on peut le regarder on va dire dans cette optique. Pour moi, on vient d'entendre que la démocratie pouvait amener un certain élément dans la gestion des conflits d'intérêts. Je pense qu'il faut aller bien plus loin que ça. Je pense qu'il faut revenir à des choses qui sont basiques. En France, on a été instruit. On a fait l'instruction comme étant une méthode pour éviter la pauvreté. C'est un traitement précoce contre la pauvreté. Et on a souvent bafoué, on va dire, ces principes de base, où on avait des valeurs, où on avait de l'éthique, où on avait du civisme. Et on se soumettait au contrôle de nos enseignants, le contrôle des pairs, on se soumettait au contrôle des tiers, et je pense qu'on l'oublie trop souvent, cet élément-là, parce que ça formait des individus avec, on va dire, des valeurs et des principes, et qui évitaient ces conflits d'intérêts. J'aime bien prendre quelques citations, mais j'en ai pris 3 pour commencer. La première, parce qu'il y a des mots qui me semblent importants, c'est l'intérêt général et l'intérêt particulier, qui est une citation. Si ceux qui croient agir en fonction de l'intérêt général sont en réalité conduits à favoriser des intérêts particuliers qui ne font pas partie de leur intention. Pour moi, ça c'est l'économiste qui l'a dit, Friedman. C'est intéressant de regarder parce qu'il parle de l'intérêt général, et quand on fait de la recherche dans l'intérêt général. Quand on exerce la médecine, on l'exerce dans un intérêt particulier, notamment dans le cadre d'un patient.
Et il faut se poser la question de, quand on a des opposants dans la science, de quel point de vue ils sont. Le deuxième élément, c'est une citation de Marx, qui était assez intéressante parce qu'on a essayé de voir ces derniers temps une forme de domination d'un camp. Il y a des camps, donc par définition, il y en a un qui essaye de prendre l'un. Est-ce que l'hydroxychloroquine fonctionne? Est-ce que ce traitement fonctionne? Est-ce que ce médicament est meilleur qu'un autre? Et je trouvais que c'était intéressant de regarder qu'on a un phénomène de classe, que ce soit les médecins, que ce soit d'autres médecins, ou que ce soit des politiques. Tout à l'heure, j'entendais une question, je crois que c'était du professeur Raoult, sur la classe politique. Il y a un problème de classe. Et la dernière des choses, c'est une citation de François Hollande, qui avait dit qu'il allait mettre en point un système, il y a un code de déontologie pour éviter les conflits d'intérêts. Chose qui n'a pas été fait. Bien sûr, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Cependant, quand on a eu certaines volontés, et je pense qu'on n'est peut-être pas allé assez loin dans la gestion de ces éléments-là. La définition légale, vous la connaissez tous, elle n'a pas tellement d'importance, hormis qu'il n'y a pas de, on va dire, de loi ou d'infraction à l'absence de conflit d'intérêts. Et ça, c'est quand même quelque part un problème. Parce que dans la théorie des incitations, à un moment ou à un autre, il y a la régulation, la réglementation, et la pénalité est parfois intéressante. Donc quand un pollueur pollue trop, on va le taxer. Et donc ici, parfois, quand on a trop de conflits d'intérêts, il manque un principe de régulation. Il y a une définition que j'aime bien, qui est celle du Formedem, qui est une association pour, on va dire, l'éducation dans la santé. Et donc, c'est le lien qui peut avoir, ou paraître avoir, une incidence sur le jugement de quelqu'un. Et ça, je préfère avoir ça, parce que c'est le peut avoir, ou paraît avoir. Et l'autre chose qu'il y a, c'est qu'ils disent dedans qu'il a été vraiment démontré que les liens d'intérêt dans les études, ça peut avoir un jugement adverse. Et aussi, le dernier point, c'est qu'on a trop souvent entendu parler des liens d'intérêt et des conflits d'intérêt, en fait, et eux disent que c'est la même chose. Ça se matérialise de manière différente. Il y a un site que j'aime bien garder, donc on a beaucoup regardé Eurofordox, on a beaucoup regardé Transparence Santé, on a beaucoup regardé tous les sites. Ça, c'est Transparency International. Ils font des bonnes études, et surtout, ils font un classement. Parce qu'il faut se poser la question de savoir si le problème que l'on a, ou qu'on a pu avoir au niveau de la transparence ou des conflits d'intérêts, comment se situe-t-on dans le pays, et surtout, est-ce qu'on évolue dans le bon sens? Eh bien, en fait, la France évolue dans le mauvais sens aujourd'hui. On a été déclassé par The Economist à un pays défaillant en termes de démocratie. Donc, ce qui veut bien dire qu'on a un problème dans l'exercice de cette démocratie. Et ici, on a été aussi déclassé. Donc, je vous invite à le regarder si vous ne le connaissez pas. Après, ce qu'on peut faire dans l'analyse des conflits d'intérêts, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le monde des médias, c'est d'essayer, par exemple, quand on a un comité, de regarder ces liens d'intérêt, donc sur Eurofordox, et de les mettre sur une représentation. Et je vais essayer, petit à petit, d'aller à utiliser certains outils. Donc là, c'est très simple. Il suffit de regarder, on fait un croisement, un tableau croisé, c'est simple, rien qu'avec des couleurs. On s'aperçoit que parmi les membres de CARE, il y en a certains qui ont constamment, ou certains laboratoires, qui ont constamment des liens d'intérêt avec des médecins. Donc c'est une représentation qui est visuelle, parce que comme ça on permet de le voir. Mais le problème que l'on a, et c'est comme toute chose, les données elles sont très souvent obsolètes, ou pas au goût du jour, où il y a des conventions qui sont manquantes. Donc là, on rentre dans la deuxième théorie économique qui est utilisée pour gérer les conflits d'intérêts, qui est la théorie de l'information incomplète, c'est-à-dire que quand il nous manque X% de l'information, comment peut-on expliquer le comportement des individus? Eh bien, on est obligé de faire des hypothèses. Et ici, c'est très important de regarder. Il y a aussi un autre élément à prendre en considération, c'est que les laboratoires ont accès à des conseillers qui sont excessivement intelligents et créatifs à utiliser des modèles, que ce soit le modèle de la Bitcoin, que ce soit le modèle des comptes offshore, que ce soit ce modèle-là, pour justement s'extraire de ces bases de données. Donc on a beau mettre en place une base de données, très souvent, c'est un peu comme quand on a mis une digue, l'eau, on la contient, mais l'eau trouve toujours par gravité un chemin détourné. Et ça, c'est un gros problème, notamment dans les laboratoires pharmaceutiques. Et ils font des arbitrages qui ne sont pas toujours des arbitrages nationaux, ça peut être des arbitrages internationaux. Quand dans un pays, ils n'arrivent pas à obtenir les études ou les autorisations, ils vont les faire ailleurs. Et on va les faire ailleurs, et donc après, c'est une question
de retour sur investissement, de rapidité, parce que un laboratoire pharmaceutique, quand il a obtenu une autorisation dans un pays, c'est beaucoup plus facile après par transfert de la transférer. Et ça, on oublie que le jeu stratégique pour la gestion des conflits d'intérêts est vraiment quelque chose d'important. Pour continuer, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est un petit peu comme l'IHU, pour la gestion des conflits d'intérêts, on met en place une charte. Le problème, c'est que la charte, il faut la respecter. Et 90% du temps, cette charte, on l'écrit, on la met de côté et on l'oublie. Et quand on regarde la charte de CARE, et j'ai été la chercher, on se dit, c'est quand même assez incroyable, parce qu'on demande de l'indépendance, mais en fait, ils ont tous de la dépendance. Donc, cette charte, elle est obsolète dès le départ. Elle est là pour, comme la déclaration de François Hollande, elle est là pour faire joli. Et malheureusement, la régulation, le contrôle de cette charte, même si on met en place un système de régulation, on ne va pas forcément atteindre l'objectif final, parce que le côté vertueux des individus, le côté éthique, on en oublie cet élément-là. Ça, c'est un autre graphe que j'ai extrait d'un journal concurrent de France Info qui illustre les liens du comité scientifique avec les laboratoires. Bon, autant vous dire que c'est issu de Transparence Santé, il y en a beaucoup. Donc, par définition, ici, ça veut dire qu'il y a des liens d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet entre le fait qu'il y aura des décisions qui vont être mauvaises. Par contre, on sait que ces liens d'intérêt vont éventuellement engendrer des décisions adverses. Maintenant, je vais prendre un petit peu ce que j'ai dû faire dans François. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'informer, on va dire, des citoyens, des lecteurs, qui n'avaient pas une grande connaissance scientifique. Donc, j'ai fait appel à un chercheur qui a travaillé dans des laboratoires de recherche. Il a fait plus de 300 études randomisées en protocole. Et donc, il m'a expliqué ce qui se passait. Il en a même fait un burn-out à un moment, parce qu'il ne supportait plus la pression, à dire qu'on le mettait au sens des labos. Et la première des observations qu'il a faites, c'est qu'il dit toutes ces études, elles coûtent très cher pour une efficacité qui est somme toute très faible. Donc les enjeux financiers d'efficacité sont très importants. La deuxième chose qu'il y a, c'est que quand il a vu des conflits d'intérêts, et il en a vu, ça prend énormément de temps à les gérer. C'est plus d'une année pour extraire ça, parce que ça demande une expertise, une contre-expertise. C'est-à-dire que le mécanisme de régulation de ce conflit d'intérêts, il prend le temps de ce conflit d'intérêts, c'est un peu le temps de la justice, il prend énormément de temps. Et donc du coup, c'est un peu ce qu'on a vu cette année, avec les études, qui partaient dans tous les sens, ça prend énormément de temps à rectifier le tir. Donc un conflit d'intérêts, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Et aujourd'hui, on est dans la phase de guérir toute cette notion de désinformation et d'arbitrage d'information. Troisième point qu'il m'a dit, c'est que l'éthique scientifique des laboratoires pharmaceutiques, il est à géométrie variable. Grosso modo, si on a $1 milliard à investir, ce milliard de dollars, il va avoir une valeur différente si le retour sur investissement il est de 15 milliards ou c'est de 100 milliards. Et il va être différent aussi si jamais le risque qui est pris, c'est le risque qui est pris 100% par le laboratoire pharmaceutique ou s'il a des subventions d'État. Donc en l'occurrence, quand on regardait la politique vaccinale, on a eu les États-Unis qui ont donné 15 milliards au laboratoire. C'est-à-dire ils ont pris tout le risque, ou une grosse partie du risque, en laissant tout le bénéfice, puisqu'en plus, ils ont été... on leur a enlevé la responsabilité conséquentielle de leurs actes. Et ça, c'est important. Dernier point, et ce n'est pas des moindres, parce que dans les laboratoires, ce qu'ils ont observé, c'est que là où il y avait le plus de biais aujourd'hui, c'est dans les plans d'analyse statistique, ce n'est pas dans la médecine. Et c'est plus facile de biaiser un plan d'analyse statistique, et c'est ce qu'on a vu. Parce qu'en fait, aux statistiques, on peut leur faire dire quasiment ce qu'on veut. Donc le plan d'analyse statistique, il ne faut jamais l'oublier. C'est un outil, mais cet outil, si jamais on le dévie, c'est un peu comme un menuisier avec son ciseau à bois. On met un coup dans le bois, et puis voilà. Et donc ça entraîne des biais, et ce biais d'information, il est hyper important, parce qu'on conclut à tort, parfois, sur des résultats sur lesquels on n'aurait pas dû conclure à tort. C'est ce qui s'est passé, on va dire, sur 50% des études. Je donne un chiffre, mais c'est peut-être moins. La dernière chose aussi, c'est qu'est-ce qu'en font les politiques de ces conflits d'intérêts ? On a vu peu de politiques s'en saisir. Il y en a une, pour ne pas la nommer, c'est Michel Rivasi qui a parlé de ça, parce qu'elle a pris ce combat, elle est allée à Bruxelles, elle en a parlé, en disant « il y a un manque total de transparence. C'est impossible que je fasse mon travail ».
Et donc, elle se retrouve au plein milieu de cette influence de ces conflits d'intérêts, et elle-même, pour essayer de réguler ce conflit d'intérêts, pour essayer de les résoudre, ben c'est impossible qu'elle fasse son travail. Donc non seulement c'est impossible pour la science de faire son travail, c'est impossible pour les médecins, mais pour ceux qui sont censés le contrôler, ça c'est rendu impossible. Donc on est dans un système qui est totalement captif. Juste quelques petits points sur les médias. Il y a deux choses qui sont importantes sur les médias, c'est qu'on a vu une forme d'information ou de désinformation en fonction du côté dont on prend les choses, mais c'est pas nouveau. En fait, c'est pas le Covid, c'est pas les derniers 18 mois qui ont fait cette histoire. Ça fait très longtemps. Et d'ailleurs, en 2007, il y a une chercheuse qui écrivait, Anne-Marie Gingras, qui écrivait un livre sur le rôle politique des médias privés et des médias publics. Elle dénonçait déjà, on va dire, la marchandisation de l'information. Et cette marchandisation de l'information, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit politique, elle l'a dénoncée, et elle dénonçait déjà le peu de regard critique des journalistes sur l'information. Puisqu'il y a cette marchandisation, donc à un moment ou à un autre, on en perd ce regard critique. Intéressant aussi que Gerbaud a parlé aussi d'un problème dans le monde des médias, c'est qu'il n'y a pas d'instance déontologique. Alors il y a une charte de déontologie, mais dans le monde médical, il y a un ordre, il y a un serment. En fait, les journalistes, quand on leur pose la question « qu'est-ce que vous faites quand vous avez un conflit d'intérêts ?», ils jurent qu'ils sont totalement indépendants. Et moi, quand quelqu'un jure, j'ai tendance à ne pas le croire. Donc maintenant, en pratique, j'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu mnémotechnique. Et en fait, tous les mots en co, c'est assez intéressant, tous les mots en co, ils regroupent quelque chose. Notamment, les conflits d'intérêts, c'est quoi? C'est avant tout des corrélations qui sont multifactorielles. Donc ça, c'est pour entrer un peu dans le monde scientifique. Elles sont multifactorielles et elles sont causales ou pas. On peut les représenter, et un monde sans conflit d'intérêts, on pourrait l'imaginer comme étant un monde orthonormé, c'est-à-dire des axes qui sont totalement indépendants les uns des autres, et donc en théorie c'est imaginable, mais en réalité c'est pas souhaitable. Et c'est même pas faisable, d'accord? Parce qu'on vit dans un monde où on est tous liés les uns aux autres, donc on a tous des liens d'intérêt. Le conflit, c'est quand on commence à utiliser cette information ou ce lien d'intérêt à mauvais escient contre les valeurs de l'éthique. Donc on est donc obligé d'avoir des règles pour gérer ce genre de choses, et c'est ce que nos sociétés ont fait. On s'est organisé pour essayer de gérer ces conflits d'intérêts, et l'éthique a joué un très grand rôle. Alors tout le monde se prévaut d'avoir une éthique supérieure. Ce qui se passe, c'est que l'éthique, c'est une notion qui, même si on l'écrit, on peut l'écrire dans un livre religieux, on peut l'écrire dans une charte d'éthique, c'est très souvent un concept relatif. Et il y en a pour qui l'interprétation de ce mot va être différente, et c'est là où c'est important la manière dont on va aligner ses intérêts, dont on va se retrouver dans cette notion d'éthique. Et j'ai pris ici quelques exemples pour dire que l'éthique et comment on va l'appliquer, notamment par exemple en génétique, on va dire, pour éviter les liens d'intérêt entre des familles, on va dire non, il ne peut pas y avoir de mariage consanguin. Pourquoi? Parce qu'en consanguinité, on va avoir des conflits génétiques, et donc on va avoir des maladies congénitales, et donc on essaye de les éviter. Et ça, c'est un conflit, c'est un lien d'intérêt, c'est aussi un conflit d'intérêt, puisque pour éviter d'avoir des maladies congénitales, autant les prévenir. L'autre chose qu'il y a, c'est qu'en médecine, on a utilisé ces essais cliniques randomisés qui permettent de comprendre l'effet des variables endogènes et exogènes, y compris ce qu'on peut appeler les comorbidités. Et trop souvent, on oublie ces facteurs-là. Donc, les facteurs de comorbidité, quand on a regardé l'étude du Lancet, tout le monde a très vite vu qu'il y avait des facteurs de comorbidité qui affectaient ces éléments-là. Le dernier point, ici, et ça c'est récent, qu'on l'a vraiment identifié, c'est tout ce qui est dans l'authoring, dans des études, donc les auteurs fantômes. Nous, on en a identifié un dans une méta-analyse sur l'ivermectine. On a identifié ça en utilisant un expert en, on va dire, intelligence et lutte contre la désinformation. Et c'est un vrai problème, parce que cet élément-là fait que, en l'occurrence, on a identifié qu'il y avait une chercheuse de l'INSERM, Dominique Costagliella, qui avait une conversation avec un auteur d'une étude sur la méta-analyse de l'ivermectine, alors qu'elle n'avait pas de raison d'avoir cette
cet élément-là. On nous a attaqué en nous disant mais c'est pas possible, et en fait il se trouve que c'est réel, c'est bien Andrew Hill qui l'a dit, il nous l'a dit, et il l'a dit à quelqu'un qu'il avait eu cette relation avec cette personne-là. Donc ce qui veut bien dire qu'il y a eu des interférences, et ça c'est important. Donc allez chercher cette information. Hein, le travail du journalisme, le travail du journaliste que je suis aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment on influence la science, comment on l'instrumentalise, mais surtout il faut obtenir cette information parce qu'elle n'est pas dans les bases de données. Ici, cette information, elle n'est pas dans Transparence Santé. Et c'est ça le vrai travail qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, dernier point, le conflit d'intérêts. Donc tout à l'heure, j'ai commencé à dire que ça naissait d'une asymétrie d'information. Vous avez tous entendu parler du délit d'initié dans les marchés financiers, c'est-à-dire j'ai une information qui me permet d'en tirer un bénéfice si je m'en sers. Dans le monde de la médecine, on s'est dit que le fait de supprimer l'hydroxychloroquine, par exemple, des traitements, ça permettait à certains d'en tirer un bénéfice. C'est une forme de délit d'initié. On a regardé les cours de bourse, on a fait toutes les analyses. Pour moi, ce qu'il y a de plus important dans la notion du conflit d'intérêts, c'est de se sortir du biais de perception. Le premier conflit qu'on a, ce n'est pas avec les autres, c'est avec soi-même. Et je pense qu'il faut déjà s'affranchir de ce biais de perception. C'est hyper compliqué aujourd'hui, qu'on soit médecin, que ce soit la croyance, que ce soit le manque de connaissances. Je pense que ce premier biais, il est hyper important à traiter. Et dans les médias, qu'est-ce qu'on a fait? Du moins dans mon entreprise, ce qu'on a essayé de faire, c'est moi, je n'ai jamais pris un centime du gouvernement. Ça me permet d'être indépendant. Donc il y a des conditions qui sont, on peut appeler nécessaires et suffisantes. Et pour la bonne gestion des conflits d'intérêts, moi ce que je dis, c'est essayons de comprendre les conditions nécessaires, les conditions suffisantes. Donc pour moi, la condition nécessaire, c'est l'indépendance. Parce que l'indépendance, ça me permet justement de pouvoir dire ce que je veux, d'en assumer la responsabilité éditoriale, puisque je suis pénalement responsable s'il y a un problème. Et le pénalement responsable est important pour le directeur de la publication, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui manquait pour moi dans la théorie des incitations et dans le monde du conflit d'intérêts, c'est la réglementation. Et dès lors qu'on est pénalement responsable, c'est une forme d'autoréglementation. Le deuxième élément, c'est des conditions suffisantes sur l'éthique, les compétences journalistes, la double vérification et éventuellement ce que j'appelle la revue par les tiers. Donc dans le monde médical, on fait très souvent la revue par les pairs et je trouve que c'est très intéressant de changer de science. En étant aujourd'hui ici, je ne suis pas du tout du monde médical, je viens vous parler du monde de l'information. On change de science, on change d'univers et très souvent ça aide à trouver des solutions. Et je trouve que ça c'est intéressant. Et pour conclure, en fait, j'aime bien prendre cette dernière citation, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit que la connaissance, ça s'acquiert par l'expérience, et ça me rappelle une étude où on disait qu'à l'IHU, on avait une certaine expérience des maladies infectieuses, tout au début, et que tout le reste, c'est que de l'information, et si on a de l'information, on a forcément de l'asymétrie d'information. Et quand on a cette asymétrie d'information, on peut prendre des décisions qui peuvent paraître pour les autres incomplètes ou peuvent paraître mauvaises, et pour nous, elles peuvent paraître bonnes. Donc pour moi, le conflit d'intérêts inné d'une asymétrie d'information, et le dernier point, c'est que quand on ne connaît pas la vérité, ou qu'on n'a pas la preuve de la vérité, et qu'on n'a pas la preuve qu'on fait une erreur, en fait, ce qu'on est, c'est on vit dans un monde d'illusions. Et l'illusionnisme, c'est l'utilisation, on va dire, de ces conflits d'intérêts pour soustraire la vérité, soustraire l'erreur. Il ne faut pas oublier cet élément-là, c'est qu'à un moment ou à un autre, un conflit d'intérêts, c'est une asymétrie d'information où je vais essayer de faire montrer quelque chose. C'est un peu comme dans un tour de cartes. Il ne faut pas l'oublier. Quand on soustrait une information à quelqu'un, on joue à l'illusionnisme. Et ça, c'est pour moi l'élément le plus important à essayer de résoudre. Voilà. Je vous remercie.